Donc, comme m'a présenté déjà Stéphanie, donc je suis Estella Danoui, je suis maintenant docteur, plus doctorante. Vous voyez, j'ai encore l'habitude de dire doctorante. Donc, je suis en post-doctorat actuellement, mais je suis avant tout orthophoniste. Donc, c'est vrai que j'ai une double casquette, à la fois recherche et à la fois clinique. Donc, on m'a donné comme mission d'essayer de vous faire un tour d'horizon sur la remédiation du trouble développemental du langage, tout ça en 25 minutes. Autant vous dire, mission impossible. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux pour essayer de vous dire le maximum de ce que j'ai lu et de ce que j'ai appris. Si on veut bien aller à la diapo suivante. C'est tout bon. Donc, le plan de la présentation va se dérouler ainsi. D'abord, je vais reparler rapidement de la terminologie de trouble développemental du langage. Ensuite, j'évoquerai les remédiations probantes selon les différents domaines, donc le domaine du vocabulaire, de la syntaxe, de la narration et de la pragmatique. Et enfin, j'évoquerai rapidement les pistes pour la recherche. On ne sait jamais s'il y a des chercheurs dans la salle et qu'ils sont intéressés pour travailler sur le domaine, il y a de quoi faire. Donc j'avais envie de commencer cette présentation par les conséquences du trouble développemental du langage à l'âge adulte. En effet, on sait qu'à l'âge adulte, le trouble développemental du langage a des conséquences importantes. En effet, ces personnes-là présentent en général une plus faible estime d'eux-mêmes. Ils ont tendance également à poursuivre un cursus d'études plus court. Ils ont tendance également à sortir du parcours scolaire plus précocement que leurs pairs. Ils ont un type d'emploi et de revenus plus bas que des adultes contrôlent. Ils ont un accès plus difficile à un logement autonome et à l'indépendance financière et ils seraient davantage confrontés à la justice. Donc maintenant que j'ai bien plombé l'ambiance, on va pouvoir revenir sur quelles sont les remédiations qui vont permettre exactement de contrecarrer ces conséquences à l'âge adulte. Donc, tout d'abord, je reviens sur la terminologie de trouble développemental du langage. Donc, vous avez vu qu'il y a des terminologies qui sont un petit peu diverses et variées, qu'on a entendues aujourd'hui jusque-là. Même Madame la Ministre n'est pas encore au courant qu'on ne parle plus de dysphasie, que maintenant on parle de trouble développemental du langage. En tout cas, c'est ce que se sont attelés à faire un panel de chercheurs pour essayer d'avoir un terme harmonieux, pour avoir une cohérence en fait dans le champ et d'avoir une terminologie commune. En effet, la terminologie de dysphasie était vraiment très francophone, en fait. On utilisait cette terminologie qu'en francophonie et en fait, on avait du mal à se comprendre avec toutes les recherches qui avaient lieu à l'international. Donc, je vous propose maintenant qu'on utilise cette terminologie de trouble développemental du langage pour le français ou Developmental Language Disorder en anglais. Si je reprends rapidement une définition qui est proposée au niveau des classifications internationales, donc la CIM 11 propose comme définition pour ce TDL que c'est un trouble du neurodéveloppement qui survient pendant la période du développement, qu'il y a des déficits persistants dans l'acquisition, dans la compréhension, dans la production ou l'utilisation du langage, que les difficultés ne sont pas mieux expliquées par une condition biomédicale ou par un manque d'exposition à la langue. Quand je parle de conditions biomédicales, j'évoque par exemple une surdité. Donc là, dans ce cas-là, on parlera de troubles du langage, par exemple, associés à une surdité, ou de troubles du langage associés à un trouble du spectre autistique. Vous voyez, donc il y a une dissociation qui se fait entre quand le trouble est primaire, donc quand c'est la cause principale, ou quand il est associé à un autre trouble. Et on voit qu'il y a une atteinte fonctionnelle qui est présente dans la vie quotidienne et scolaire. Donc ce petit schéma, enfin ce gros schéma pour vous, sur tous les troubles qui regroupent en fait tous les troubles de la parole, du langage et de la communication. Et on voit que nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est en bleu foncé, donc c'est ce qui caractérise en fait le trouble développemental du langage et qui est en fait un sous-ensemble dans une catégorie plus large qui reprend des difficultés affectant la parole, le langage, la communication, indépendamment de leur nature. Donc on voit qu'il y a aussi un recoupement avec le trouble des sons de la parole qui, lui, est plus orienté sur le domaine phonologique. Donc, on peut avoir un recoupement de ces deux troubles. Mais vous voyez, en bleu clair, vous, c'est bleu moyennement clair, on peut avoir un trouble du langage associé à une condition biomédicale. Donc, comme je vous ai dit, dissocier vraiment le trouble développemental du langage du trouble du langage associé, par exemple, à une surdité.
Quelles sont les répercussions du coup de ce trouble? On va avoir des atteintes qui pourront avoir lieu sur plusieurs domaines, que ce soit au niveau compréhension ou au niveau production, avec une sévérité différente. Donc, les atteintes, elles peuvent avoir lieu au niveau de la phonologie, de l'articulation, donc au niveau de la production des sons dans les mots qui rendraient potentiellement inintelligible l'enfant. Ou l'adolescent. Ensuite, on peut avoir une atteinte au niveau du lexique, donc plutôt au niveau du vocabulaire, donc de l'étendue, de la connaissance du lexique. On peut avoir des atteintes au niveau de la morphosyntaxe, donc ça, ce sera vraiment au niveau de l'organisation des mots dans la phrase. On peut avoir une atteinte au niveau du discours, de la narration, de la pragmatique. Donc discours, on entend comment raconter quelque chose, comment organiser ce discours. Et au niveau pragmatique, on parlait comment s'adapter à son interlocuteur, comprendre l'humour, etc. Nous voilà arrivés aux remédiations probantes. Donc, j'ai essayé, dans la mesure du possible, de n'explorer que des niveaux de preuve les plus hauts, donc d'essayer de vous fournir un peu une revue de méta-analyse ou de revue systématique lorsqu'elles étaient disponibles. Donc j'ai choisi de ne pas parler de la phonologie parce que je n'avais que 25 minutes, encore une fois, ce qui est assez limité pour vous faire une revue exhaustive sur tous les domaines du langage et tous les résultats, même ceux des à garder en mémoire quand même que tous les résultats que je vous présente, même ceux des méta-analyses, sont quand même à prendre du recul puisque parfois dans ces méta-analyses ou dans ces revues systématiques, il n'y a que quelques études en fait incluses parce qu'il y a un manque de recherche sur ce domaine. Si on parle de manière générale sur l'efficacité des interventions de manière générale, ça fait beaucoup de général, on va avoir j'ai retrouvé 3 méta-analyses qui permettaient d'évaluer l'efficacité des interventions et une revue systématique. Donc, le résumé de ces études, il est le suivant. On a des effets qui sont démontrés vraiment de manière forte chez les jeunes enfants, donc de 3 à 5 ans, mais au-delà, les preuves sont plus limitées. On retrouve quand même des effets notables sur la phonologie, au niveau expressif-réceptif, au niveau du vocabulaire expressif, au niveau du langage oral en général. Les interventions morphosyntaxiques sont moins documentées, elles ont un niveau de preuve qui est moindre. Il y a quand même des effets sur la longueur moyenne d'énoncés, le nombre d'énoncés dans un échantillon de langage et la complexité des phrases. Néanmoins, vraiment, il n'y a aucune preuve ou presque aucune recherche sur des effets sur les troubles réceptifs, donc plutôt les aspects de compréhension. Enfin, les effets à long terme sont peu évalués, donc on en retrouve, ils sont limités, mais on voit qu'on a un maintien sur le moyen terme qui est possible. Si je commence maintenant à rentrer plus dans le vif du sujet avec les interventions qui concernent le lexique, on a 2 méta-analyses que j'ai identifiées et 2 revues systématiques sur le sujet. Chez les enfants, on voit qu'on a une efficacité des interventions qui ciblent l'enrichissement lexical et une amélioration à la fois sur des tests et à la fois sur des mesures plus informelles en langage spontané. Et on voit qu'on a également un effet du niveau socio-économique. Les tailles d'effets variées étaient de moyenne à large. Donc c'est vrai qu'on a tendance en recherche à utiliser cet indice de taille d'effet. Du coup, soit il est faible, soit il est moyen, soit il est plus large. Ça nous donne un peu un ordre d'idée à quel point l'impact de l'intervention. Donc, quelles interventions sont évoquées du coup dans ces méta-analyses de ces revues systématiques? Qu'il y a vraiment un intérêt à une exposition répétée à un set de nouveaux mots dans une stimulation ciblée et dans le cadre d'un modelage. Donc, modelage, c'est plus on donne le modèle à l'enfant. Plus de difficultés sont observées sur les verbes que sur les noms dans ces populations. Donc, c'est vraiment une cible à privilégier, les verbes. L'importance d'avoir une fréquence d'exposition suffisante, d'utiliser également un enseignement explicite, potentiellement de pouvoir utiliser un questionnement et un lien avec le langage. Qu'est-ce que j'entends par questionnement? C'est vrai que quand on doit se souvenir en fait d'une représentation sémantique, on va avoir plus de chances de mieux s'en souvenir si on en discute. Donc si par exemple si je dis à l'enfant voilà, ça c'est un château, ok, ça va être intéressant, mais en fait ce sera plus intéressant si je lui dis voilà, un château, en fait il y avait des chevaliers, ça servait à se défendre ou on pouvait y vivre dedans, etc.
Vous voyez, donc on renforce en fait ses connaissances sémantiques et on lui permet de créer une expérience avec le langage pour mieux retenir. Également, certaines méta-analyses mettent en évidence l'intérêt d'interventions morphologiques, donc c'est-à-dire d'être capable de découper les mots en morphèmes, donc en plus petites unités. Donc c'est peut-être ce que vous vous rappelez de vos anciens cours du collège, avec le préfixe, le suffixe et la base, et d'être capable en fait de découper les mots en petites unités. Ça me permet en fait de travailler comme un détective et de me souvenir, de deviner un peu qu'est-ce que peut pouvoir dire ce mot. Donc par exemple, si je sais que parapente, c'est une voile qui va me permettre de protéger contre la pente, donc potentiellement le parachute va peut-être me protéger contre la chute. Vous voyez donc ce raisonnement qui peut être fait sur des mots avec des préfixes, suffixes similaires. Chez l'adolescent, on a une revue intéressante qui a ciblé plutôt 3 approches. Une approche avec une intervention dite sémantique, qui visait en fait à augmenter la précision des représentations sémantiques. Donc comme je vous ai dit, plus on connaît d'informations sur un mot, plus ce sera facile d'en avoir l'accès dans son lexique mental. Donc par exemple, si je fais des activités pour enrichir un mot, et ben, tant qu'à faire, si je peux avoir plein d'informations sur ce mot et dans quel contexte je vais pouvoir l'utiliser, je vais être plus capable de m'en souvenir. Des interventions qui sont plutôt dites phonologiques. Donc dans ce cas-là, ça va être plutôt dans un objectif d'améliorer mes représentations phonologiques. Donc on va le travailler par exemple en demandant à l'enfant, tu vois, château, ça commence comme quoi, avec le même son que quoi. Donc par exemple que chameau. Vous voyez, donc ça va être une aide pour aller accéder plus rapidement à son lexique phonologique. Donc par la représentation des sons. Donc dans cette revue, ils avaient inclus 4 études qui visaient l'intervention sémantique, 2 études qui comparaient les interventions phonologiques et sémantiques, 7 études qui mixaient les deux. Et ce qu'on remarque, c'est que les preuves sont plus solides pour une approche mixte, en tout cas pour ce groupe d'âge, donc chez l'adolescent. Nous voilà arrivés du côté de la morphosyntaxe. Donc ce domaine a été quand même beaucoup moins exploré en recherche puisque je n'ai trouvé qu'une seule méta-analyse sur le sujet et qui n'est pas vraiment à proprement parler directement sur la morphosyntaxe mais plus sur la reformulation. Donc c'est une technique d'aide pour corriger en fait les productions morphosyntaxiques des enfants. Mais je suis du coup allée voir sur un niveau de preuve un peu inférieur au niveau de revue narrative pour voir qu'est-ce qui était pratiqué et qu'est-ce qui permettait d'améliorer les compétences quand même des enfants et des adolescents. Donc on a différents types d'interventions qui ont été synthétisées par Ebels en 2014, donc plutôt d'une approche implicite ou d'une approche explicite. Donc les approches implicites sont davantage utilisées avec des enfants plus jeunes. Donc dans l'approche implicite, on va retrouver l'imitation, c'est-à-dire on demande à l'enfant de faire comme nous, comme l'adulte. On va retrouver le modelage ou la stimulation, donc là c'est l'adulte qui est le modèle. On va retrouver la reformulation. Je ne spoil pas trop puisque je vais en parler juste après. On va retrouver une approche par facilitation grammaticale combinée. Donc ça, c'est des enfants, quand ils ont des troubles phonologiques trop importants, on va combiner des approches syntaxiques, du coup, sur ce niveau de la phrase, avec des approches phonologiques, donc au niveau des sons, pour d'abord être capable de rendre l'enfant intelligible. Enfin, on va avoir une approche qui est dite basée sur l'usage. Donc ça, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à progresser en allant du plus simple vers le plus complexe. Enfin, du coup, un autre type d'approche qui sont les approches plus explicites qui, elles, sont davantage utilisées chez les enfants et adolescents plus âgés. Et ça va passer notamment par l'apprentissage explicite de règles de grammaire. Donc j'en viens à la méta-analyse sur la reformulation. Je sais que vous n'en pouvez plus et que vous avez envie de savoir. Donc la reformulation, c'est la réponse aux productions de l'enfant dans laquelle l'adulte répète partiellement ou entièrement les mots de l'enfant en ajoutant de nouvelles informations. Donc par exemple, vous voyez sur la petite image, l'enfant dit peu, moi, et la maman reformule « Tu as peur du chien ?» Donc cette méta-analyse a essayé de vérifier en fait l'intérêt de la reformulation dans l'amélioration des compétences syntaxiques chez les enfants avec un trouble du langage oral. Donc les enfants ciblés étaient des enfants de 1 à 10 ans et ils montraient des tailles d'effet quand même importantes pour la généralisation, notamment dans le langage spontané.
Ils apportent également comme effet que la reformulation ciblée est plus efficace. Donc, qu'est-ce qu'on entend par ciblée? C'est quand on veut travailler un élément spécifique. Donc, par exemple, on veut travailler un élément spécifique de la grammaire ou de la morphosyntaxe. Ça va mieux fonctionner. Enfin, ils évoquent aussi l'importance de reformuler à grande fréquence. Donc, en fait, on est censé reformuler toutes les 1,27 fois par minute. C'est très précis. Mais dans l'idée qu'en fait, la reformulation doit être vraiment très, très fréquente. Donc, mais pas au-dessus de 1,27 fois par minute, sinon ça devient délétère. Vous imaginez bien que c'est une moyenne. Quand on entend intervention explicite et systématique, donc c'est une autre revue systématique narrative, qui cette fois-ci s'est intéressée aux enfants et aux adolescents entre 5 et 16 ans et qui a décrit plus ou moins 3 approches qui sont celles qui reviennent le plus dans la littérature. Donc on a l'approche métatale, qui est une approche qui est en gros de l'utilisation de briques de Lego, de plusieurs formes et de plusieurs couleurs, et qui permettent, dans une hiérarchie, en fait, de comprendre comment est construite la phrase. On a également l'approche dite du shape coding ou de l'utilisation en fait des formes en couleurs. Donc en fait, on va associer une couleur pour chaque classe syntaxique et on va associer une forme qui va représenter un type de syntagme. Donc par exemple, le sujet qui va avoir une forme en particulier, le verbe qui va avoir une autre forme, etc. Et enfin, une approche dite Complex Sentence Intervention qui, elle, est plus ciblée sur des enfants plus âgés où on va cibler vraiment les subordonnés, donc vraiment un type, si vous voulez, d'apprentissage morphosyntaxique particulier. En tout cas, les points communs de ces différentes interventions, c'est qu'elles sont explicites, qu'elles sont multimodales, donc c'est-à-dire qu'on va utiliser à la fois le visuel, mais également l'appui de l'écrit, que ce sont des activités qui sont dites fonctionnelles et attrayantes, et on va utiliser des stimuli de traitement qui vont être variés. Nous voici arrivés gentiment à la narration et à la pragmatique. Donc, j'ai identifié 2 méta-analyses sur le sujet et 2 revues systématiques. J'ai essayé de synthétiser en fonction des enfants les plus jeunes et des enfants un peu plus âgés. Donc, chez les plus jeunes, donc chez les enfants de 2 à 6 ans, on sait que les stratégies utilisées dans les interventions qui fonctionnent bien sont les suivantes. D'utiliser l'étayage verbal. Donc, qu'est-ce que c'est que l'étayage verbal? C'est parler tout haut, penser tout haut, en fait. Donc, comment l'adulte, en fait, raisonne, c'est montrer à l'enfant comment l'adulte raisonne. Et on sait que c'est plus efficace avec une stratégie non verbale. Donc, qu'est-ce qu'on entend par stratégie non verbale? Ça va être, par exemple, utiliser des accessoires, rejouer l'histoire. Ça va être potentiellement ce genre de stratégie. On sait que l'enseignement explicite et direct va être plus efficace, l'utilisation du modelage, donc du modèle de l'adulte, la pratique répétée de la narration, donc proposer à l'enfant de raconter plusieurs fois les mêmes livres ou effectuer plusieurs fois des séances de lecture par semaine sur les mêmes supports va avoir un intérêt. On sait que l'utilisation également d'indices visuels ou tactiles vont pouvoir être intéressants et de jouer ou rejouer l'histoire va vraiment avoir un impact. Néanmoins, on n'a aucune différence qui n'est retrouvée si les interventions de l'adulte avaient lieu pendant ou après l'histoire. Donc vous voyez que si l'adulte propose une modification ou un modelage pendant que l'enfant raconte l'histoire, a priori, on n'a pas montré de dissociation entre les deux. Pour ce qui est de la narration, donc la première revue que je voulais vous soumettre, c'est une revue assez récente, du coup chez des enfants d'âge scolaire et préscolaire, entre 3 et 11 ans, où ils avaient mené les interventions en groupe ou en individuel. Ils ont montré des tailles d'effets modérées pour les études de groupe et fortes pour les études de cas sur la production et la compréhension narrative. Les interventions qui étaient les plus efficaces, c'était les programmes qui étaient standardisés. C'était aussi les programmes qui donnaient l'opportunité à l'enfant de produire, qui utilisaient des supports verbaux et des supports visuels, qui utilisaient un enseignement de la grammaire de récit. Donc quand j'entends la grammaire de récit, c'est par exemple si on enseigne le schéma narratif, on va dire d'abord quel est l'élément initial, puis quel va être l'élément déclencheur, quelles vont être les actions, quelle va être la résolution de l'histoire, et enfin quel va être le dénouement ou la situation finale. Et enfin, qu'il y avait un intérêt majeur à utiliser de la littérature jeunesse authentique.
La dernière méta-analyse sur la narration concernait des enfants et des adolescents de 5 à 16 ans, qui visaient à la fois des interventions de groupe ou individuelles, qui montraient des effets plutôt positifs sur la macrostructure, donc sur le schéma narratif de manière générale, mais des résultats sur la microstructure moins concluants. Donc microstructure, c'est tout ce qui est des éléments au sein de la phrase, du coup, quels mots je vais employer, comment je vais les employer. Vous voyez, donc plus des éléments qui seraient sur des niveaux, des niveaux inférieurs à celui du niveau narratif. Les interventions qui étaient notées comme les plus efficientes, c'était des modèles visuels pour identifier les éléments du schéma narratif, comme je vous ai proposé par exemple sur la petite image, lorsqu'un modèle est présenté par le clinicien et lorsqu'un entraînement est réalisé du récit complet à chaque séance. Enfin, on a une possibilité d'utiliser ce type d'intervention sur un large éventail d'individus. En effet, ils n'ont pas montré de différence significative en fonction de l'âge, de la sévérité du trouble ou des comorbidités présentes. La seule revue que j'ai trouvée sur la remédiation de la pragmatique pour des participants avec trouble développemental du langage concernait des enfants, adolescents et adultes de 3 à 18 ans. Elle montrait que les interventions pragmatiques étaient possibles en individuel, en petit ou en grand groupe, avec une taille d'effet qui va de moyenne à large. La plupart des interventions ciblaient les encouragements des conversations et l'utilisation de compétences narratives dans les interactions parents-enfants, mais également la lecture partagée. Les interventions qui étaient implicites, donc menées par les parents, et explicites, qui étaient plutôt menées par l'orthophoniste, montraient des tendances intéressantes. Enfin, j'en arrive à d'autres principes généraux de remédiation qui m'ont semblé intéressants à vous présenter. Donc, notamment, il y a une méta-analyse sur l'intérêt de l'implication des parents dans ces thérapies et également l'intérêt de l'activité de lecture partagée. Donc, tout d'abord, sur l'implication des parents. Donc, cette méta-analyse, elle consistait, l'implication des parents, on l'entend dans former les parents en fait, à devenir comme un co-thérapeute et à les faire mener en fait, une intervention. Donc, les enfants à risque, cette méta-analyse était réalisée avec des enfants à risque ou avec faible niveau socio-économique, entre 0 et 8 ans. On retrouve des tailles d'effet moyennes sur le vocabulaire expressif, des tailles d'effet faibles pour une mesure globale sur le langage expressif, et on retrouve de meilleurs résultats pour des enfants avec un trouble développemental du langage par rapport à des enfants avec un trouble du langage associé à une condition biomédicale, et notamment, par exemple, associé avec un trouble du spectre autistique, puisqu'on sait que ces compétences pragmatiques sont davantage impactées dans cette population-là. Donc, les interventions efficaces pour justement l'amélioration du vocabulaire expressif étaient les suivantes. La lecture partagée, donc je vais revenir un petit peu dessus, les interventions dans les routines ou en situation de jeu, et on sait que les interventions mises en œuvre par les parents augmentent l'utilisation de ces comportements facilitateurs dans le langage du quotidien. Ça, c'est vraiment intéressant de voir qu'en fait, la pratique, elle est généralisée, elle ne se réserve pas seulement à ces moments d'intervention par le parent. Nous voici arrivés à la lecture partagée. Donc, qu'est-ce que la lecture partagée? Ça consiste à raconter en fait un livre à l'enfant tout en insérant des commentaires, des questions qui vont stimuler sa compréhension et sa réflexion. Donc, les deux revues que je vous propose en fait sont des revues qui ont été menées chez des enfants sans trouble, donc à prendre avec discernement puisque on ne sait pas si les effets seraient identiques chez des enfants avec trouble. Donc, les enfants qui étaient concernés avaient entre 1 an et 8 ans. Les tailles d'effets qui étaient retrouvées, elles étaient faibles sur le langage expressif, faibles sur le langage réceptif, mais ils retrouvaient des effets importants sur les compétences acquises en lecture partagée chez le parent et chez le tuteur, ou le tuteur. Donc, les modérateurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui a permis de potentialiser l'efficacité de ce type d'approche, c'est que le niveau d'éducation du tuteur qui mène l'intervention n'a pas d'effet sur les résultats. Donc ça, c'est intéressant de voir que, en fait, un parent formé va tout aussi bien faire qu'il soit d'un niveau socio-économique plus bas ou plus haut. Le dosage de l'intervention a un impact notamment sur le langage expressif. En effet, plus le dosage est faible, moins les résultats seront importants.
Et on a tendance à ce que les effets disparaissent s'ils sont comparés à un groupe contrôle actif, donc prouvé comme efficace, ou pour des effets sur le long terme. Mais on a besoin de plus d'études qui soient incluses parce qu'elles manquaient, les études incluses qui évaluaient sur le long terme avaient un dosage assez faible. Donc, c'est-à-dire qu'ils réalisaient une intervention qui était peu longue, assez courte. Enfin, quelques pistes pour la recherche, vu que ça m'a permis, en fait, en épluchant un peu toute cette littérature, de voir qu'il y a vraiment des manques à certains endroits, enfin, sur certains domaines, notamment ce qui va être intéressant de pouvoir explorer davantage, donc des interventions sur le manque du mot chez l'enfant avec trouble développemental du langage, puisqu'il y a, en tout cas, je n'en ai pas trouvé. Des interventions auprès d'enfants bilingues, puisque c'est une population qui est moins étudiée. Potentialiser l'effet des interventions de groupe, ça peut être une idée à garder en tête, notamment quand on sait la pénurie d'orthophonistes qu'il peut y avoir et qu'on voit que dans la littérature, en fait, les interventions en petits groupes sont quasiment systématiquement aussi efficaces qu'en individuel. L'efficacité de remédiation aussi dans le domaine de la morphosyntaxe est vraiment limitée. Des interventions qui pourraient cibler plus des récits personnels d'enfants, puisque ce que je vous ai présenté sur la narration, c'était plus sur comment raconter une histoire de manière générale. Mais c'est vrai que parfois, ces enfants sont entachés en fait sur « moi, j'aimerais raconter quelque chose qui m'est arrivé dans ma vie et j'aimerais passer un message ». Et donc, il y a peu d'études sur le sujet. Des interventions avec comme objectif de rééducation le langage réceptif. D'essayer d'étudier la lecture partagée chez des populations avec troubles du langage oral ou à risque. Et enfin, de plus explorer l'efficacité de la remédiation chez les adolescents et les adultes avec TDL, puisque c'est vraiment le parent pauvre de la recherche. Donc, si vous vous ennuyez, n'hésitez pas à piocher dans ces idées. Je vous remercie pour votre attention. Merci Estelle. Alors, je suppose que vous êtes comme moi. Hein, cette brillante intervention nous a appris plein de choses, mais a aussi soulevé plein de questions. Alors, on ne va pas les poser directement. On va garder les questions pour la fin. Donc, tous les intervenants de la session vont passer. Et ensuite, on gardera un temps d'échange d'une vingtaine de minutes. Donc, gardez bien vos questions en tête. Notez-les. Nathalie disait de ne pas prendre de notes, mais les questions, vous pouvez les noter pour ne pas les oublier. Et puis, on rediscutera et on aura un échange à la fin de la session.